Mais sa classe, Morgane et Rosaïs, salut. Aujourd'hui on fait un vendredi lecture CNN manga. Allons-y. Alors, il y a des nouvelles séries, il y a des fins de séries et il y a bien des continuités de séries. On va commencer par la nouvelle série qui est dans ce vendredi lecture. C'est une série qui fait rêver en aspect Magical Girl, c'est Dans l'ombre de Krimi. Oui, c'est un méga coup de cœur. Déjà, quand on était au Japon et qu'il sortait, on s'est dit « Waouh, c'est super comme concept !» les dessins sont super beaux, ça a l'air super respectueux et tout. Et du coup, très contente de voir arriver l'édition française parce que c'est vraiment un vrai petit bijou. Ça nous a fait replonger dans la série originale du studio Pierrot. Et pour moi, c'est vraiment une série qui a bercé mon enfance, qui m'a fait énormément rêver. Je connais toutes les chansons par cœur, en français encore, même des dizaines d'années plus tard. Et en japonais aussi. Et puis voilà, là c'est vraiment un grand plaisir de voir un regard mature sur cette série qui à l'origine est pour petites filles et qui en fait se tient tout à fait. En fait, c'est super cohérent sur l'univers des idoles, la production musicale japonaise, avec une touche de magie. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vraiment chouette de le découvrir en tant qu'adulte, ce manga. Donc ce manga est un manga nouveau au Japon, hein. Il a démarré en 2018, il y a 4 tomes parus, il est toujours en cours de parution. Et il revisite l'intégralité de la série animée. À l'heure actuelle, la prépublication est aux alentours de l'épisode 23-24 de Krimi, qui est qui est une série en 52 épisodes. Et donc ici, on va tout revoir, les événements, mais avec l'œil de la rivale de Krimi, celle qui avait en quelque sorte le mauvais rôle dans la série originelle, mais on découvre ici pourquoi, qu'est-ce qu'elle a vécu, quel est son parcours, quelle est sa trajectoire, comment elle voit l'arrivée de Krimi d'un seul coup ici. Et au Japon, c'est un manga qui paraît à destination d'un public adulte ici, non pas que il y ait des jeunes femmes adultes. Voilà, jeunes femmes adultes, simplement parce que c'est pour un public, par exemple, qui a grandi avec Krimi. Voilà. C'est pour moi. J'étais toute petite, enfant, et il y avait Krimi Mami qui passait à la télé, même en France, hein, et une fois adulte, voilà, tu lis ça, tu retrouves un peu un air de nostalgie, mais en même temps, tu comprends mieux. Parce que quand t'es enfant, t'es vraiment du côté de Krimi, et celle qui a les pouvoirs magiques, celle qui est sous les feux de la rampe, qui brille, qui chante, que tout le monde adore. Et puis en même temps, maintenant, là, une fois que t'es plus grande, tu reparcours vraiment chapitre par chapitre, épisode par épisode, ce qui s'est passé. Donc vraiment, tu retrouves en fait toutes les scènes clés, les scènes qui font que Krimi a été porté sur la scène, et en même temps tu vois que qui est-ce qui est laissé en retrait derrière, quoi. Celle qui aurait dû monter sur scène et qui finalement a dû à chaque fois céder sa place et tout. Et tu vois à quel point c'est cohérent en fait, parce que dans le monde du showbiz et tout, s'il y a une top idol à un moment donné et qu'une autre arrive, forcément ça va détrôner celle qui était en place. Alors voilà, je trouve que c'était super cohérent. En plus, sachant que l'an dernier, on a regardé un super drama sur la carrière de Ayumi Hamasaki, qui s'appelle M. Aisubeki Hito ga Ite, tu sens encore mieux en fait à quel point c'est hyper cohérent en fait que elle soit à ce point en colère par rapport à son producteur, potentiellement amoureux aussi. Donc, oui, moi j'aime beaucoup reparcourir comme ça. Et ouais, je te remercie Morgane d'avoir insisté à ce point en disant oh, regarde, ça va être génial et tout. Parce que moi, à chaque fois, quand il y a des histoires un peu dérivées de quelque chose de vraiment culte pour moi, j'ai pas forcément trop envie d'aller vers un spin-off ou d'aller vers une réécriture de l'histoire et tout. Et t'as tellement insisté que je me suis plongée dedans et vraiment je suis hyper heureuse. En plus, t'as l'impression que c'est magnifié, quoi, parce que le dessin est vraiment respecté, le chara-design de Akemi Takada est très respecté, mais en même temps modernisé. C'est vraiment une œuvre magnifique. Tout est beau, je veux dire, même Megumi, en fait, elle devient sympa, tu t'attaches à elle aussi, tout personnage, et bien sûr, Krimi, elle est magnifique. Donc, enfin, vraiment,
pépite. Ouais. Gros coup de cœur. Bah, moi aussi, gros coup de cœur, à tel point que Et j'en t'en ai as fait fait une une chronique. Voilà. Donc vraiment, Détaillé. c'est à suivre, à lire. J'ai hâte de lire la suite. C'était donc la première lecture. Voilà, Deuxième un lecture. démarrage de série. Maintenant, on va passer à des séries qui se terminent. Est-ce que ça se termine à la hauteur de nos attentes? Alors, la première série qui se termine, dont on avait envie de parler, c'était le tome 4 de Libraire jusqu'à l'os. Ça a toujours été un gros coup de cœur. Chaque tome, enfin en particulier tome 1 et 2, c'était génial. Et puis sur le tome 3, en fait, tu vois que c'était censé toucher à sa fin. Au milieu du tome 3, en fait, elle dit, voilà, j'ai terminé et tout, j'ai démissionné de mon poste, je suis plus libraire et tout. Donc en fait, t'as un demi-tome quasiment de chapitres bonus. Et elle donne rendez-vous au tome 4. Donc tu te dis, qu'est-ce qu'il y a dans le tome 4? Sachant que le tome 4 démarre très sincèrement. C'est, vu que le manga va être adapté en animé, il faudrait continuer la série un peu plus longtemps. Mais j'ai quitté la librairie, alors je n'ai plus rien à dire. Que va-t-il se passer? Et en fait, son éditrice a plutôt une bonne idée, c'est de lui dire d'aller voir un peu plus le marché du livre en général et en l'occurrence le livre numérique. Ouais, du coup c'est pas mal parce que ça permet d'approfondir un petit peu le monde de l'édition japonaise, voire même internationale, en festival aussi, en Oui. convention, Oui. les dédicaces. Donc finalement ça va plus loin. Mais peut-être quelque part, je trouve que ça manque un petit peu de recul parce que ce sont des sujets qu'elle a abordés C'est vrai. exprès en fait parce que ça marchait bien, qu'il fallait faire un tome suivant. Alors que les tomes précédents, je trouve que c'est vraiment des anecdotes de son quotidien qu'elle a vraiment vécu, qu'elle a sélectionné Oui. parmi chaque jour, quoi. Oui. Donc en fait, je trouvais que les deux premiers tomes, c'était vraiment la quintessence Oui. de la vie de libraire au Japon. Ici, on a une suite qui est intéressante. Oui. Avec une porte ouverte sur des grosses industries qu'elle aurait pas pu, enfin des sujets qu'elle aurait pas pu aborder avant. Mais je trouve que c'est un peu moins ce que j'adorais, c'est-à-dire cette touche de vérité dramatique et en même temps très humoristique. C'est plus du reportage BD en fait pour moi ici. Ouais, finalement. Donc j'y ai trouvé un intérêt parce que justement ça va dans les coulisses des éditeurs, ça va chez Rakuten. Donc on les voit justement travailler sur la mise en avant de livres numériques, sur comprendre un peu les stratégies de promotion et puis également la dimension ensuite des dédicaces et des festivals, comme tu le dis, à l'international. Mais on est vraiment ici plus dans le reportage que dans ce que tu évoques dans les premiers tomes, qui était une sorte de quintessence de ce qui était le plus drôle dans la vie de libraire. En fait, les premiers tomes, c'est vraiment du manga, presque comic essai. Et là, on est presque sur du, je sais pas, BD blog, roman graphique. Voilà, donc ça se termine de manière tout à fait convenable, mais on est presque sur un tome spin-off, c'est-à-dire un tome qui n'est pas indispensable pour avoir eu toute l'histoire, effectivement, en plus. Mais c'est bien, je suis contente pour l'auteur, hein, ça lui fait une jolie carrière, c'est cool. Je me demande ce que tu fais après, tu vois. C'est-à-dire, tu as fait un manga comique sur ta vie de libraire, et ensuite, à quoi passes-tu? Ça se sent qu'en fait, c'est pas son vrai trait. Par exemple, voilà. Là, elle a fait des esquisses d'autres personnages et tu vois qu'elle a un style plus réaliste aussi. Alors que là, dans tout ce manga-là, en fait, c'est des traits qui sont, comment dire, un peu jetés, un peu humoristiques. Moi, je me dis, plus tard, elle va dessiner avec ce trait-là. Et dans un style plus adulte, peut-être. Voilà, on verra si on revoit Honda-san. Et bien sûr. C'est bien attaché à elle. Moi, c'est bien. Je suis contente pour elle. Encore un autre manga qui se termine et qui était aussi sur la passion des livres et la passion des mangas, c'était BL Métamorphose. Troisième lecture. Donc la conclusion de cette histoire entre une ado qui s'est liée d'amitié avec une mamie de plus de 70 ans, veuve,
qui redécouvrent un genre de manga, en l'occurrence le boys love, et elles vont partager au fil des tomes des moments vraiment d'échange, de discussions passionnées, mais également le fait d'aller à des événements comme le Comitia, qui est un événement à Odaiba, mais aussi à à Ikebukuro. Donc il y a beaucoup d'événements réels qui sont décrits, et là c'est, on va dire, la conclusion, comment est-ce qu'on termine ce type d'histoire forte et intense entre les deux personnages. C'est gentil, il y a une passion commune, mais en même temps c'est une histoire qui est très douce, très légère, où tu suis vraiment du quotidien. Il y a des chapitres qui sont très très courts des fois, qui sont vraiment juste une petite tranche de vie. Mais en fait, je pensais que ça allait se terminer en apothéose. Le fait que la jeune fille se soit découverte la passion de créer un fanzine, un doujinshi, et que potentiellement son idole, sa mangaka préférée, ait acheté son livre, je pensais que ça allait vraiment se faire un énorme truc, et puis finalement c'est comme si c'était juste un petit bonheur qui venait rayonner, et puis après on continue la vie comme ça. Et c'est dans le ton en fait de tous les tomes précédents, mais je pensais que ça allait se terminer en apothéose. Oui, moi aussi, je pensais pas en fait que ça allait déjà se terminer au tome 5. Je pensais que c'était le type d'histoire un peu comme le quotidien dans les Adachi, qui peut se poursuivre de tome en tome, et avec, on va dire, une galerie de personnages à explorer. On a eu plus de personnages qui sont apparus. C'est un shonen hebdomadaire. Oui, c'est un shonen maintenant mensuel, mais effectivement, on est pas par rapport à ça. Et donc, je pensais que ça pourrait aller plus loin. J'ai trouvé que c'était la conclusion est vraiment dans l'ambiance des 4 premiers tomes, et ça se termine doucement. Voilà, ça fait des histoires qui sont assez courtes, hein, ça se termine tome 4 tome 5. Mais bon, c'est bien, ça conclut bien au moins. Mais c'est un peu triste. C'est triste pour... En fait, c'est triste parce qu'on a tellement aimé ces histoires que, en fait, il y avait un potentiel de longévité en étant toujours intéressant, qui était fort, et puis finalement ça se termine plouf comme ça. Un peu abrupt. Du coup, c'est un peu triste. Mais bon, c'est bien. Si vous voulez des histoires pas trop longues, moi. Allez, on continue avec cette fois-ci des suites. On est vraiment sur des tomes 2 de mangas dont on vous avait parlé parce qu'on avait eu des coups de cœur pour ces titres-là. Et donc, on va commencer par le tome 2 de Blue Period, qui suit toujours un héros qui a décidé d'un coup d'un seul de faire des études d'art et qui s'investit corps et âme dans la création. Dans ce tome-là, on continue de suivre le héros dans ses doutes et dans les difficultés qu'il rencontre, notamment à travers les cours privés qu'il suit. Donc vraiment ce truc très japonais de dès le lycée en fait aller dans des cours préparatoires pour passer des concours. D'ailleurs, c'est pas que depuis le lycée, puisque au Japon, ça peut arriver dès l'école primaire pour rejoindre les collèges et ou lycées qui sont les plus prestigieux. Donc c'est vraiment les juku, quelque chose qui est ancré dans la culture japonaise. Donc là, en l'occurrence, il va effectivement dans des cours préparatoires autour de l'art pour pouvoir passer les concours d'entrée à Geidai, l'université d'art qui est à Ueno. Qui est la seule université publique, donc avec des frais d'inscription à Tokyo qui sont raisonnables. Cela dit, ça se chiffre en plusieurs milliers d'euros, donc ramené aux frais d'inscription. De milliers d'euros, généralement, aux frais d'inscription en France, ça fait une différence. Mais donc lui, il y a vraiment un enjeu familial parce que effectivement, faire des études supérieures quand les frais d'inscription sont aussi importants, c'est critique. Donc il ne veut pas rejoindre une université privée, il veut rejoindre cette université publique-là. Et on continue de le suivre dans sa découverte de l'art avec des scènes parfois qui sont très didactiques, à t'expliquer comment en fait un tableau est composé, comment positionner les différents éléments de ton tableau, qu'est-ce que tu veux exprimer, qu'est-ce que tu veux que la personne qui est en face visualise en premier, quel est le parcours de visualisation d'un tableau. C'est intéressant, c'est ultra didactique,
C'est presque trop didactique par moment parce que je trouve qu'on en perd un petit peu la fluidité dans le récit et dans les liens entre les personnages. Il y a beaucoup de liens complexes a priori entre les différents protagonistes qui sont parfois mis en suspens. On a envie d'en lire plus. Cela dit, Blue Period est un titre qui est toujours extrêmement intéressant et qui va connaître une adaptation animée qui démarre au Japon et peut-être en France si elle est disponible ensuite en simulcast à partir du mois d'octobre. C'est vrai que des titres qui m'apprennent des choses, ça me plaît. Donc là, j'apprends des choses sur la composition, les explications didactiques de la prof sur les compositions et sur la manière dont les tableaux les plus populaires se décomposent en différents types de formes géométriques. C'est le regard, là où se promène le regard. Voilà. Ça va assez loin dans la description d'un tableau avec un triangle, plusieurs formes de composition qui se mêlent avec carrément l'illustration du fait que par exemple il y a une visualisation en triangle dans un coin. Bref, ça c'était très bien fait, mais je trouve que c'est pas toujours le cas, c'est ça qui est dommage. Ouais. Et du coup on apprend beaucoup, donc ça me plaît. Mais comme je le disais, c'est un petit peu au détriment, je pense, du récit. Voilà. Ouais. Donc c'était. On va voir comment ça se suit, et je suis curieux de voir aussi l'adaptation animée, parce qu'en animé, il y a quand même un challenge qui ça sera peut-être plus réussi. De ne pas être trop dans l'explication verbale, mais aussi de montrer des scènes d'animation. Quoi. Oh. Ah ben, affaire à suivre. À suivre. Autre série qu'on avait aussi beaucoup aimée, c'était la 4e lecture, maintenant 5e lecture. Se poursuit, c'est Les Carnets de l'apothicaire, tome 2. Là aussi, on avait fait aussi, non seulement on en a parlé en vendredi lecture, mais il y a une chronique dédiée. Oui. On est toujours dans un palais impérial où on suit l'héroïne qui est une jeune arboriste, Mao Mao, qui conçoit des remèdes qui aident, et en l'occurrence qui ont sauvé les prétendantes de l'empereur dans le tome précédent. Donc, les courtisanes. Les courtisanes, merci. Et dans ce tome 2, on continue de découvrir la vie de cour. Voilà, mais à ceci près que Mao Mao se retrouve dans d'autres positions, et notamment avec cette très jolie tenue, par exemple, et elle n'a plus ses taches de rousseur. Et on découvre dans ce tome-là, justement, que ces taches de rousseur sont fausses. Je trouve ça intéressant de voir que dans ce contexte qui a l'air chinois, de temps un peu plus ancien, plein d'insécurité, où tu peux te faire kidnapper facilement. Par exemple, il existe un art, c'est l'art de s'enlaidir, pour éviter de se faire kidnapper, justement. Donc elle a eu recours à ça, et parallèlement, elle continue son activité très fine avec la capacité de soigner par les herbes, et qui est toujours intéressante. Mais toujours assez cruel, je trouve. Comment dire, même ça commence avec les filles entre elles qui sont des garces, mais elle, heureusement, elle passe au-dessus. Enfin, ça lui passe au-dessus plutôt. Elle laisse couler, et ensuite, quand il faut passer un savon à quelqu'un parce que potentiellement elle empoisonne un autre sans le savoir, là, elle va être ferme. Mais sinon, en fait, en général, je trouve que toutes les histoires sont assez cruelles. C'est vrai. Ouais, heureusement, la jeune héroïne, elle est attachante. Mais voilà, donc du coup, c'est une lecture qui, entre guillemets, est pas tranquille. Alors que, tu sais, la couverture, on dirait que c'est beau et c'est... Tu vois, c'est rose. Mais en fait, non, je pense, à partir du moment où c'est des intrigues impériales chinoises, tout de suite, t'as des coups bas et... des histoires de pouvoir, et voilà. Et toi ? Oui, mais moi j'ai trouvé la même chose, c'est-à-dire c'est très intéressant parce que l'héroïne, elle est attachante et elle est très positive et idéalisée clairement vu les difficultés qu'elle rencontre. Donc on a ce point de vue-là d'une héroïne forte qui sait s'imposer et qui reste au-dessus de la mêlée. Donc c'est ce qui fait que l'histoire est attachante. Mais voilà, on va voir comment ça se poursuit. Je rappelle que c'est adapté d'un roman au Japon, d'une série de romans, avec plusieurs adaptations manga qui coexistent, dont celle-ci qui est très jolie, qui nous arrive.
Et bon, bah, on va voir Ouais, en termes de comment. chara design, c'est la plus réussie, je trouve. Hmm, L'adaptation manga la plus hmm, réussie. hmm. On va voir comment la grande trame au sein de cette cour impériale se dénoue progressivement, ou alors est-ce qu'on repart à chaque fois sur des histoires plus ou moins indépendantes dans la vie de Mao Mao. Est-ce que tu étais familier à ce style d'histoire, toi? Pas trop, non. Moi, j'ai toujours regardé beaucoup de films chinois, des Hmm, dramas et tout, donc ouais, je trouve que c'est assez. Ça me rappelle tout à fait ce style d'ambiance. Après, c'est toujours beau de voir ça en manga parce que tu vois, t'as les jolies tenues, les jolies coiffures, et puis en plus, t'as les grands yeux manga. Donc, en tout cas, c'est très très beau, quoi. hmm. Et voilà, à suivre. Et ensuite, et enfin, puisque c'est le dernier titre dont nous parlerons, mais c'est Sixième pour lecture. moi vraiment un coup Le de coup de cœur. cœur. Voilà, on avait commencé ce vendredi lecture par un coup de cœur, Et on finit et on par le finit coup de par cœur. voilà, un énorme coup de cœur là en termes de continuité. C'est Unsung Cinderella. Et pour moi aussi, c'est un coup de cœur. Voilà, sur le quotidien d'une pharmacienne hospitalière, donc une pharmacienne qui travaille au sein d'un hôpital japonais, qui se retrouve face à différents challenges, différents types de patients, différents types de pathologies, et on voit combien ce métier de pharmacien, pharmacienne hospitalière est critique pour guider les patients à la fois dans leur traitement pour éviter des erreurs et puis aussi pour tout ce qui est accompagnement humain que cela peut revêtir. Ouais, c'est un vrai coup de cœur. En fait, au tome 1, c'était un vrai coup de cœur, mais c'était long à lire. Mais c'est vraiment bourré d'informations, c'est très précis. Et toutes ces histoires, en fait, te permettent de te rendre compte à quel point c'est important de prendre soin de ta santé. Et il y a l'aspect guérison, mais l'aspect prévention aussi. Et comment ça fonctionne en fait le système de santé au Japon, mais tu as beaucoup de conseils qui peuvent s'appliquer aussi pour toi dans ta vie quotidienne et ta vie en Occident ou ailleurs. Et en lisant le tome 2, je m'étais dit mais en fait c'est des toutes petites séquences, enfin pas si petites que ça, moins petites que dans Belle Métamorphose, hein. Là les chapitres sont minuscules, mais là j'avais l'impression quand même que c'était des petits épisodes à chaque pathologie, Mmh, une histoire, mmh, mmh, et voilà, c'est tout. Et je me suis dit, finalement, on va pas la voir progresser. mmh, Mais dans le tome 3, alors là, ça dément tout ce que j'ai pensé, parce que, en fait, dans un seul tome, t'as que 2 histoires, sachant que la deuxième, en fait, fait quasiment tout le tome, quoi. mmh. Donc, c'est plusieurs chapitres qui se suivent, c'est une longue pathologie qu'on traite, et à cette occasion-là, elle se forme à une spécialité. Voilà, donc ce que j'attendais de voir, c'est si finalement c'était que des petites histoirettes un peu vaines, ou si finalement t'allais quand même avoir un fil rouge, une trame en plus des informations. Et dans le tome 3, la réponse est très positive. Mmh. Ouais, on en apprend à la fois du coup beaucoup plus sur le fonctionnement d'un hôpital. On le voit à travers le tome 2 par exemple où on voit des infirmières qui sont chargées de contrôler la tenue, la manière dont les autres membres de l'hôpital interagissent. C'est-à-dire on est vraiment au Japon avec cette dimension d'exemplarité, même au niveau vestimentaire total, où tout est vérifié jusqu'aux aux cheveux, en fait, et aux échanges que cela peut inciter. Et puis, parallèlement, comme tu le dis, dans ce tome-là, on est vraiment plus sur l'évolution professionnelle de l'héroïne, et comme tu l'évoques, la formation qu'elle va pouvoir acquérir en allant suivre non plus, comme c'était le cas auparavant, un service de pédiatrie, mais d'aller dans un autre service de l'hôpital. Voilà, bah je savais pas si tu voulais en parler On ou peut en pas, parler, alors donc elle va dans un service d'oncologie ensuite, donc de voilà, traitement du oncologie. cancer. Voilà. Et au début, ça commence, c'est dramatique et potentiellement un peu lourd, mais ça décrit très bien l'accompagnement de fin de vie, tous les espoirs que tu peux avoir avant, et puis euh, ce que tu peux faire de bien entre-temps avant que se passe quelque chose. Autre chose aussi, mais le premier chapitre du tome 3, je trouve qu'il est très pertinent parce qu'il traite de la grippe
mais la grippe tout court. Et on voit comment la grippe au Japon est traitée, c'est-à-dire autrefois, là, avant le coronavirus, quand t'allais au Japon, tu voyais très facilement des gens porter des masques et tout, puis les Occidentaux, c'est limite, ah, c'est bizarre et tout, machin. Mais en fait, au Japon, comment tu traites un virus, c'est très différent de la France, hein. Mais d'emblée, avant même la pandémie de Covid, t'avais les gestes barrières, dont le fait de se laver les mains régulièrement, porter un masque. Voilà, et je trouve que c'est super intéressant de voir que finalement, l'Occident a appris ce que le Japon faisait déjà de base, et pour la grippe, quoi. C'est-à-dire, l'épidémie de grippe, en Occident, tu pourrais aussi très bien appliquer des gestes barrières, quoi. Ouais, et je trouve c'est vraiment intéressant aussi culturellement, parce qu'on voit que le traitement médical au Japon par rapport à la grippe est aussi différent. Là, l'angle d'attaque est vraiment basé sur la prévention, hein. C'est vraiment le message principal. Mais on voit sur la vaccination, où on apprend que, eh bien, à l'hôpital, ici, tous les soignants doivent être vaccinés, ce qui n'est pas le cas en France. Ou alors le fait de prescrire des antiviraux. Au Japon, ils ont fait ça de manière assez régulière par rapport à la grippe, alors qu'en France, on n'est pas du tout dans cet angle d'optique-là. Donc chaque pays a ses propres spécificités, mais c'est vraiment intéressant pour mieux comprendre une autre culture, comme la culture, par exemple, ici, japonaise, de voir que chaque pays a aussi sa propre méthode de déploiement de stratégie médicale, qui est basé sur des faits, sur des publications, sur des réflexions, sur plein de choses, et que d'un pays à l'autre, des stratégies peuvent varier. C'est intéressant de vraiment faire discuter les stratégies, et comme tu l'évoquais, hein, l'importance du masque et des gestes barrières qui étaient acquises dans des pays asiatiques comme le Japon depuis longtemps, et qu'en Occident, on a découvert à l'occasion de l'épidémie de Covid. Donc oui, là, la stratégie au Japon, c'est vraiment empêcher la diffusion le plus possible. Et le fait que quelqu'un qui tombe malade, enfin c'est ce qui est marqué dedans aussi, c'est on a tendance à le stigmatiser en pensant que voilà, c'est sa faute, il l'a cherché, il n'a pas fait attention, quoi. C'est pas du tout ce que tu vis en Occident. En Occident, si tu tombes malade, tu continues d'aller contaminer les gens. C'est un fait que tu propages et que tu peux attraper, et puis c'est tout. Et c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est mal. Ouais. En gros, au Japon, il ne faut pas diffuser, quoi. Il faut que tu fasses tout pour ne pas propager le virus. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, mais voilà, faut que tu t'investisses dans ta lecture. Parce que tu passes du temps à le lire, hein. C'est un manga tu vas passer du temps, c'est très documenté. Et si tu veux, dans la traduction, je trouve que c'est très bien fait, parce que tu as toujours des petits astérisques, des fois, pour expliquer ça, c'est telle molécule, ça, c'est tel médicament, c'est pour ci ou pour ça. Donc voilà, c'est très bien. Et ce tome-là en particulier, tu le commences, tu t'arrêtes que à la fin. Tu peux pas lire un bout et puis te dire je le refais, je ferai autre chose. Là, tu es vraiment happé dans la lecture. C'est ce que tu disais, c'est la première fois, enfin c'est rare que tu lâches pas un manga. Ouais, ça fait vraiment partie des mangas. Une fois que j'ai commencé, je veux avoir fini tout le tome, et je peux pas le poser effectivement en plein milieu. D'ailleurs, je voudrais quand même évoquer le fait qu'avec Blue Period, on a évoqué des mangas qui étaient assez bavards, assez textuels. Mais là, en fait, dans Unsung Cinderella, c'est pareil. Il y a beaucoup de descriptions, mais je trouve qu'elles s'inscrivent très bien dans la narration. J'ai trouvé que voilà, ça passe tout seul. À l'inverse de ça. Oui, c'est ça. Blue Period, les explications, elles viennent, pour moi, pour l'instant, elles viennent un petit peu arrêter ma lecture par rapport aux protagonistes, par rapport à leur questionnement. Comme si à un moment donné je prenais un livre à côté pour un manuel d'histoire de l'art ou de l'art pour mieux comprendre les choses. Je suis un peu sorti de ma lecture, alors que dans Unsung Cinderella je suis complètement dedans. Il y a beau avoir des explications médicales, des explications sur des processus et autres, c'est vraiment bien amené. On se retrouve pas forcément avec 5 pages d'explications, c'est peut-être une page sur 2 cases, donc c'est intégré à la narration, les personnages discutent entre eux, ils apprennent ensemble et tout.
Voilà, donc on va apprendre des choses. Là, par exemple, il y a des explications sur la page de droite, mais sur la page de gauche, on est sur de la narration. On va avoir effectivement beaucoup de choses qui vont passer par la discussion. C'est vraiment ultra bien fait. C'est une découverte pour l'année 2021 parce que quand j'avais regardé les séries qui étaient annoncées, je connaissais pas Unsung Cinderella, j'y avais pas porté d'attention. Oui, ni la maison d'édition, on n'achetait jamais rien là-bas. Et pour moi, c'est vraiment une série chez eux, je veux dire. Captivante. Voilà. Voilà, donc s'il y a deux lectures à retenir vraiment dans ce vendredi lecture, c'est Dans l'ombre de Crémy et Unsung Cinderella, les gros coups de cœur. Après, c'est bien de terminer et de continuer les séries qu'on a aimées aussi. C'est normal, hein, je trouve que d'un tome à l'autre, ça varie un petit peu, tu aimes plus ou moins l'histoire, l'intrigue, elle est à un point que tu apprécies un peu plus, un peu moins. Voilà, c'est le propre d'une série. Il faut préciser que c'est aussi parfois lié au mécanisme de prépublication au Japon, puisque les séries, une fois qu'elles ont du succès et qu'elles sont sûres de continuer pendant un certain nombre de tomes, les auteurs vont pouvoir introduire des nouveaux personnages, des problématiques plus larges, plus longues. Et donc ça veut dire que souvent les tomes 1, 2, il y a des moments où on voit en fait le scope, on va dire le point de focalisation de l'histoire s'agrandir progressivement. Et là par exemple, je pense qu'on est à un moment critique pour Blue Period pour savoir est-ce que ça va s'étendre ou pas. Et à contrario, on était face à d'autres séries qui se terminaient et donc qui allaient se clore. Donc il fallait un petit peu réduire le périmètre, le cadre des personnages. Je pense que sur BN Métamorphose, c'était très clair. On est face à un tome qui se recentre totalement sur la mamie et puis la jeune lycéenne. Voilà, bon bah c'était les lectures... CNN manga... mars-avril 2021 qui nous ont plu. Et donc, on espère que ce vendredi lecture vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.